Pour ce cinquième épisode de Civis, on va recevoir David Jays. Il a 28 ans, il a fait ses études à Normal Sup et à l'ENA. Il est aujourd'hui haut fonctionnaire et professeur à Sciences Po. On le reçoit pour la sortie de son deuxième livre qui est intitulé Slow Démocratie aux éditions Alary. Dans ce livre, il cherche à réhabiliter le cadre national comme cadre essentiel à la démocratie et comme levier pour maîtriser la mondialisation. Il récuse le fait qu'elle soit accaparée uniquement par ceux qu'il appelle les nationaux populistes et justement lui va proposer ses solutions au camp des progressistes. On va aborder avec lui les solutions qu'il propose dans son livre, sa vision des évolutions de la mondialisation, mais aussi ce qu'il pense de la politique en France à l'heure actuelle, sa vision de l'engagement citoyen, et bien d'autres choses qui, j'espère, vous intéresseront. David Jays, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, normalien, enseignant à Sciences Po, vous avez 28 ans. Vous sortez votre deuxième livre aux éditions Alary Éditions, ça s'appelle Slow Démocratie, c'est votre deuxième après un livre qui traitait qui était une analyse philosophique des djihadistes et des attentats en France, qui s'appelait La guerre civile n'aura pas lieu aux éditions CERF, aux éditions du CERF. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui vous a amené à écrire ce livre et toute cette logique d'écriture, du rôle d'écrivain pour faire des constats sur la société et pour chercher à apporter des solutions à vos constats? Ce qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est que comme tout citoyen engagé, je ressens très douloureusement ce qu'on appelle la crise de la démocratie, dont on parle depuis un certain nombre d'années dans nos sociétés. Et on en parle de plus en plus depuis 2016 avec l'élection de Donald Trump et le Brexit. Simplement, la lecture assidue de toute la littérature qui a été produite sur cette crise de la démocratie ne me donne pas entièrement satisfaction. Ne me donnait pas satisfaction et ne me donne toujours pas satisfaction. Parce que le sentiment qui est le mien, c'est que cette littérature porte essentiellement sur la crise de la démocratie entendue comme crise du démos, c'est-à-dire du peuple citoyen, lequel peuple serait désormais constitué, à en croire certains auteurs, d'enfants gâtés qui ont une attitude de consommateurs beaucoup plus que de citoyens, complètement individualistes, incapables de s'intéresser à la chose publique, et finalement, nos sociétés seraient devenues ingouvernables. Pourquoi d'ailleurs cette littérature sur les affects, on va dire individualistes du démos, fait écho à une littérature qu'on a un peu oubliée, mais qui a fait florès dans les années 1970, comme par hasard au moment où on changeait de cycle aussi, puisqu'on passait des 30 glorieuses au cycle néolibéral. Et à cette époque, il y a toute une littérature qui se développe sur le même thème, à savoir les sociétés sont devenues ingouvernables et la démocratie est en crise parce que les sociétés sont devenues ingouvernables. Et c'est ce constat-là, dressé par des gens comme Michel Crozier ou Samuel Huntington, qui comptaient parmi les plus fines lames de la sociologie ou de la science politique de l'époque, qu'on a bâti des architectures politiques à partir des années 70, néolibérales, qui ont fait beaucoup moins de place à la décision démocratique, parce qu'on considérait que les citoyens étaient devenus ingouvernables et qu'il fallait donc déléguer à des autorités indépendantes ou éloigner du chaudron de la démocratie un certain nombre de politiques publiques. Je fais à peu près le même constat sur la littérature qui est commise à notre époque. Or, ma conviction, et c'est pas simplement une conviction, c'est le constat étayé que je fais, c'est que cette crise de la démocratie, elle tient à mon avis bien davantage à une crise du kratos, plutôt que du démos. Vous savez, dans la démocratie, il y a démos et kratos, c'est-à-dire le peuple et le pouvoir, ou la puissance publique. D'accord. Et je crois que justement les 40 années de désarmement systématique de la puissance publique au profit de la toute-puissance des marchés, ou plus simplement de l'idée que finalement la politique et ses armatures habituelles, notamment l'État-nation, étaient dépassées, ont considérablement affaibli tous les instruments d'intervention publique, et que finalement, plutôt que de dire c'est une crise du démos et des citoyens individualistes, je dirais plutôt que la crise de la démocratie que nous vivons aujourd'hui, ce sont deux impuissances qui se font face l'une à l'autre. D'un côté, des citoyens qui ont de moins en moins d'occasions de faire corps, parce que toutes les matrices collectives, effectivement, se sont affaiblies. Et là, les tenants de la crise du démos sont un point. Mais en face, il y a aussi une impuissance publique grandissante. Et finalement, ce sont deux impuissances qui se font face et qui se nourrissent mutuellement. Et c'est cette matrice-là que j'ai voulu présenter dans mon livre. D'accord, donc vous parlez d'impuissance publique et c'est vraiment quelque chose dont la puissance publique, vous en parlez énormément dans votre livre. À partir de quel moment, vous avez parlé des années 70, à partir de quel moment elle commence cette impuissance publique? Alors, dater en histoire, c'est toujours un exercice un peu arbitraire. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on fait un choix, on met une date. Où est-ce que vous le situez, vous? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est les 30 Glorieuses, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'elles commencent à partir des années 1945.
c'est-à-dire l'après-guerre. Parce qu'on met en place à ce moment-là toute une série de régulations économiques, sociales et politiques qui portent l'État-nation démocratique au fait de sa puissance, au fait de la puissance publique, justement. Et la période est aujourd'hui dans l'imaginaire, je dis d'ailleurs souvent qu'on a du mal à dépasser ce mirage des 30 Glorieuses dans notre imaginaire, et que si on veut vraiment avancer et défricher le monde qui vient, il faut vraiment faire le deuil à la fois du cycle néolibéral, mais aussi des 30 Glorieuses. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle commence en 1945, elle se termine, moi je choisis l'année 1968. Parce que l'année 1968, c'est une année à la fois de surchauffe sociale, ça c'est vrai, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés occidentales, la jeunesse se révolte, par exemple, et une partie de la classe ouvrière, contre un modèle fordiste jugé abétissant, contre le patriarcat, contre la guerre du Vietnam, au nom de ce que le politiste Ronald Inglehart va appeler les valeurs post-matérialistes. Donc il y a un sentiment de surchauffe dans la société, et toutes les élites conservatrices et libérales dont je vous parlais tout à l'heure, les Huntington et autres, Buchanan voient avec inquiétude cette ingouvernabilité, entre guillemets, se développer. En tout cas, ils disent, c'est ce qu'ils expliquent dans leurs analyses, la jeunesse se révolte, elle devient incontrôlable, elle est indisciplinée dans les usines, il y a de plus en plus de turnover ou de grèves sauvages dans les usines automobiles aux États-Unis, par exemple. Et donc, il va falloir mater tout ça, il va falloir intervenir. Et au même moment, 1968 est aussi une bonne date, on a un environnement économique international qui se dégrade. Alors, il s'est dégradé à bas bruit dans les années 60 parce qu'en réalité, il y a un essoufflement des gains de productivité industrielle, notamment en Europe, puisque l'économie européenne avait beaucoup été tirée par le plan Marshall, l'effort d'investissement de l'après-guerre, de la reconstruction, mais aussi le rattrapage de l'économie américaine qui était en avance de phase technologique. À la fin des années 60, le rattrapage est quasiment terminé et on a un essoufflement de la productivité. Les ménages sont équipés en biens de consommation, par exemple électroménagers. Tout le monde a un réfrigérateur, une voiture, une machine à laver, etc. Donc les entreprises ont besoin de débouchés à l'extérieur. Les économies ne peuvent plus être simplement auto-centrées. Et par ailleurs, il y a des événements conjoncturels aussi, comme la guerre du Vietnam, qui coûte des centaines de milliards de dollars à l'économie américaine, qui creuse ses déficits, à la fois le déficit public et le déficit commercial, et qui va justifier à un moment une décision de Nixon en 1971 de désindexer le dollar de l'or. Donc de sortir de ce système de régulation internationale qui reposait sur la stabilité et la centralité du dollar pour passer en change flottant. Tout ça va créer un nouveau contexte économique. En réaction d'ailleurs à la décision de Nixon de 71, les pays exportateurs de pétrole qui vont voir leur marge baisser à cause de la dévaluation du dollar vont répliquer en limitant les quantités et donc en faisant exploser les coûts de l'énergie. Bon, tout ça crée un faisceau de facteurs qui amène à ce qu'on a appelé la stagflation, c'est-à-dire une croissance atone et une inflation incontrôlable. Et donc là, de la même manière qu'il y avait eu des penseurs très avisés pour dire il y a une surchauffe sociale, il faut absolument la mater par des institutions comme ça, éloignées de la démocratie directe, on va dire, il y a des économistes qui expliquent qu'il y a une surchauffe économique, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. L'inflation est galopante, elle ruine les épargnants, elle déséquilibre les économies, et donc il va falloir intervenir, et cette intervention ne fonctionnera que si elle est tenue à lointaine distance du chaudron démocratique, des syndicats, de la vie sociale, etc. D'où l'idée des banques centrales, par exemple, indépendantes et de leur politique de restriction, comme celle qu'a pratiquée Volcker dès qu'il arrive à la tête de la Fédérale Réserve à partir de 1979. Il y a une grande partie de votre livre qui découle de la théorie du triangle de Danny Roderick. Moi, je ne la connaissais pas du tout, cette théorie. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce que c'est ce triangle de Roderick et en quoi c'est intéressant pour votre théorie à vous ? Le triangle de Roderick est le résultat du développement de la mondialisation économique. En économie, ce qu'on appelle un peu pompeusement un triangle d'incompatibilité, c'est l'idée qu'en fait, vous pouvez atteindre 2 des 3 objectifs, mais pas les 3 en même temps. Donc vous êtes obligé de faire un choix. Et ce que dit Roderick, c'est que dans une situation d'hyper-mondialisation, c'est important de faire la différence entre la mondialisation raisonnée, telle qu'elle avait prévalu durant les 30 Glorieuses, et l'hyper-mondialisation, c'est-à-dire principalement une chute complète et rapide des droits de douane, mais aussi une intégration financière, avec la finance qui se développe. Donc, dans une situation d'hypermondialisation, c'est très difficile de conjuguer à la fois la forme nationale, c'est-à-dire l'idée que le monde est fragmenté en petites nations territorialisées, étroites, avec leurs frontières,
et la vitalité démocratique. Pourquoi? Parce que l'hypermondialisation, quand vous êtes une petite nation, si vous voulez participer de la mondialisation financière ou économique, vous êtes obligé de pratiquer une politique économique qui va souvent aller à l'encontre de tout un tas de couches de votre population. Je prends souvent un exemple, moi, c'est celui de l'Argentine. À la fin des années 80, début des années 90, il y a un ministre des Finances argentin qui s'appelait Domingo Cavallo, qui était un disciple des Chicago Boys, qui avait décidé de faire un ancrage ferme de la devise argentine, le peso, sur le dollar. C'est-à-dire, en gros, c'était le système de la caisse d'émission, et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le destin du peso argentin était entièrement lié à celui du dollar. Donc quand le dollar s'appréciait, le peso grimpait avec. Quand le dollar se dépréciait, le peso baissait avec. Le problème, c'est qu'au moment de la crise des monnaies asiatiques, il y a eu une fuite des capitaux en Asie, et donc tous ces capitaux sont revenus sur du dollar. Donc le dollar s'est envolé. Et le peso, par effet mécanique de la caisse d'émission, s'est envolé avec le dollar, ce qui fait que la compétitivité de l'Argentine a été détruite. Puisque tout d'un coup, on avait un peso qui était extrêmement élevé par rapport à ce qu'étaient les fondamentaux de l'Argentine. Et donc, on a un déficit courant qui a explosé à cette époque. Et la question qui s'est posée à ce moment-là, c'était est-ce qu'on sortait de la caisse d'émission, système d'ailleurs dont on savait très bien comment y entrer, mais on ne savait pas trop comment en sortir. C'était un peu le saut dans l'inconnu. Ça ressemblait d'ailleurs un peu à la situation de la Grèce au plus fort de la crise de la zone euro. C'est-à-dire, est-ce qu'on sort de l'euro? Oui, mais si on sort de l'euro, comment on fait? Et à quel coût pour la population? Donc la question qui s'est posée au gouvernement argentin, c'est est-ce qu'on sort de ce système parce que là, la balance courante est en train de se dégrader à toute vitesse, ou on privilégie de rester indexé sur le dollar parce qu'au fond, on ne sait pas très bien comment en sortir, mais si on reste indexé sur le dollar, il va falloir faire un plan d'austérité comme vous n'en avez jamais vu. Parce que pour réduire le déficit courant, il va falloir tailler dans le lard, faire des coupes claires dans toutes les dépenses publiques, les dépenses sociales. Et donc, en économie, on parle de rupture des contrats avec la population, avec les agriculteurs, avec les syndicats, etc. Exactement comme ce qui s'est passé en Grèce. Et un peu comme ce qui s'est passé en Grèce. Et le choix qui a été fait pendant un temps, c'était la rupture des contrats. Donc, on est resté sur un peso ancré fermement sur le dollar, mais du coup, on a diminué les pensions de retraite de 40%, on a mis fin aux subventions à l'agriculture, on a coupé dans les programmes sociaux, et du coup, le niveau de vie de la population s'est dégradé. Et tous les compromis sociaux qui s'étaient noués à l'intérieur de la société argentine, autour d'un certain niveau d'État-providence, hérité du péronisme, etc., ont été liquidés. Et donc forcément, la population mécontente a explosé de colère. Il y a eu des manifestations gigantesques qui ont mené à la fois au départ de Domingo Cavallo, l'artisan de la caisse d'émission, mais surtout à la rupture de l'ancrage ferme du peso sur le dollar, qui a eu aussi des conséquences sur la population, puisque tous les épargnants ont perdu un tiers de leurs économies en une seconde. Ce qui serait probablement arrivé si la Grèce était sortie de l'euro également. Et donc vous voyez que pourquoi je prends le temps de vous raconter cette anecdote? Parce que en réalité, elle est symptomatique du triangle de Rodrik. C'est-à-dire que l'Argentine était hyper mondialisée, au moins sur le plan financier, puisque sa monnaie était calquée sur le dollar. Et en même temps, elle avait hérité de l'ère péroniste une série de contrats passés avec la population, de compromis, avec ses syndicats, avec ses agriculteurs, avec ses enseignants, avec son système de santé, etc. Et quand la situation internationale économique s'est durcie, elle a été confrontée à ce dilemme un peu tragique qui était soit je liquide en quelque sorte les acquis sociaux qui se sont noués à l'intérieur de ma société pour rester dans l'hypermondialisation, soit au contraire, je sors de l'ancrage sur le dollar pour pouvoir pratiquer une dévaluation et je maintiens mes acquis. Et vous voyez qu'il y avait un choix un peu cornélien. Alors vous allez me dire, pour faire un triangle, il faut être 3. Donc la troisième option qu'on pourrait avoir pour préserver à la fois l'hypermondialisation et la vitalité démocratique, c'est de liquider la nation. Et au fond, c'est un peu le choix qui s'offre aux pays européens dans la construction européenne, puisque l'euro, l'euro est le marché unique, on va dire. Les deux grandes institutions européennes, c'est l'euro et le marché unique. C'est une institution monétaire et un espace juridique marchand. L'euro et le marché unique sont des institutions transnationales, hyper mondialisées, puisqu'il y a une sorte de stabilité complète des changes entre les pays, puisqu'il n'y a plus de coûts de transaction. Il y a un level playing field, comme on dit en économie, entre tous ces pays, puisque le marché est totalement intégré. Mais les nations gardent leur forme propre. Il y aura toujours la France, l'Allemagne, l'Italie, etc.
Et le projet de certains artisans de la construction européenne dans les années 80, au plus fort de l'acte unique, c'était justement d'affaiblir la forme nationale avec des abandons ou des transferts de souveraineté vers des instances supranationales pour conserver à la fois l'hypermondialisation économique et financière et en même temps une démocratie dont ils espéraient qu'elle serait reconduite à l'échelle européenne. Sauf que, moi je dis souvent que la démocratie européenne, c'est un peu comme l'arlésienne, elle n'est jamais venue, ou en tout cas sous des formes très abattardies. On voit bien aujourd'hui que les institutions européennes, même les plus démocratiques comme le Parlement, sont très largement dysfonctionnelles. Et donc on a eu cette espèce d'hypermondialisation qui était comme une sorte de, vous voyez, de train qui avance, et à côté de ça, une démocratie amorphe, quasiment inexistante. Et donc l'Europe est aujourd'hui prise dans cette espèce de contradiction qui s'exprime violemment au moment des crises, puisque c'est toujours les crises sont toujours des moments révélateurs de ces contradictions. Et la crise grecque, vous avez raison de le mentionner, de ce point de vue-là, est une sorte de réplication de ce qui s'est passé en Argentine, puisque les Grecs voulaient à la fois conserver l'avantage de l'hypermondialisation, c'est-à-dire de rester dans l'euro et dans le marché unique, et en même temps, ils ont voulu, au moment où la prise des dettes souveraines a atteint son plus haut niveau, et c'est bien normal, consulter leur population sur le plan d'austérité qui était imposé par le fait de refinancer la dette grecque par les créanciers de la Troïka. Et quand ils ont consulté, quand Tsipras a décidé de consulter sa population, plus de 60% des citoyens qui se sont exprimés ont dit qu'ils ne voulaient pas de ce plan d'austérité. Et donc la Grèce, là encore, a dû faire un choix, enfin le gouvernement grec en l'espèce, entre rester dans l'euro et désavouer la volonté populaire, ou au contraire quitter l'euro avec pertes et profits, par pertes et profits, passer l'euro par pertes et profits pour respecter la volonté populaire. Et finalement, le choix qui a été fait, vous le connaissez bien, c'est que Tsipras a dû manger son chapeau et mettre en place un plan d'austérité qui finalement était encore plus dur que celui qu'il avait présenté au référendum quelques mois auparavant. Donc vous, votre solution et votre postulat, c'est que la nation est indispensable. Dans ce triangle entre hypermondialisation, souveraineté et démocratie, vous citez à nombreuses reprises ce dont je voulais parler tout à l'heure, c'était le compromis de Bretton Woods. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce compromis de Bretton Woods et pourquoi est-ce que ça vous semblait le meilleur compromis possible au sein de ce triangle de Rodrik? Alors, je vais répondre sur le compromis de Bretton Woods et puis ensuite je vais répondre à votre question sur la nation indispensable parce que je pense que c'était pas vous prenez le retour de la... Enfin, pas le retour de la nation, mais la nation comme cadre de la démocratie. Je vais m'en expliquer. Mais alors, sur Bretton Woods, effectivement, du point de vue du triangle de Rodrik, on était dans une sorte d'optimum, puisque vous aviez à la fois des nations indépendantes, une vitalité démocratique à l'intérieur des nations, puisque les organisations internationales type FMI, quand elles ont été pensées à Bretton Woods, l'idée c'était qu'elles étaient là pour réduire les coûts de coordination entre États, mais en aucun cas, elles ne se mêlaient en quelque sorte des choix politiques souverains que faisaient les États à l'intérieur de leur société, ou que faisaient les peuples souverains. Et donc, le triangle de Rodrik, à ce moment-là, c'était une forme nationale garantie, une vitalité démocratique et une mondialisation maîtrisée. C'est-à-dire qu'il y avait entre les zones régionales ou entre les États un système d'écluses qui faisait que les États étaient capables de, ce que j'appelle métaphoriquement dans le livre, de contrôler le volume sonore de la mondialisation. C'est-à-dire que si un flux commercial trop important ou une intégration financière trop importante était de nature à déséquilibrer les compromis passés à l'intérieur de la société, eh bien on les limitait par des écluses. D'accord ? Donc, par exemple, pour le commerce, c'était pas zéro droit de douane, c'était des accords commerciaux à travers le GATT qui étaient passés entre les États et qui voyaient les droits de douane baisser progressivement, mais progressivement. Et donc, la différence entre le compromis de Bretton Woods et maintenant, ou plutôt les 40 années qui viennent de s'écouler, c'est que le compromis de Bretton Woods, on maîtrisait le rythme de la mondialisation. Et on était capable de dire, attention, slow down. Il ne faut pas aller trop vite dans l'ouverture économique ou commerciale parce que ça va ravager des industries chez nous. Il ne faut pas aller trop vite dans l'intégration financière parce que ça crée de la volatilité et ça crée des crises, des bulles et des crises. On était dans une approche beaucoup plus raisonnable et dans un rythme maîtrisé. Et je dis par parenthèse que toutes les crises sociales auxquelles on assiste aujourd'hui, que ce soit les gilets jaunes dont on fêtait
l'anniversaire tout récemment, ou même ce qui se passe au Royaume-Uni ou aux États-Unis, en réalité, ce ne sont pas des gens qui sont hostiles à la mondialisation et qui veulent revenir dans la France sépia des Trente Glorieuses. Ce sont plutôt des gens, je vous renvoie sur ce sujet à l'analyse de David Goodhart, qui a écrit un livre remarquable sur l'Angleterre, qui s'appelle Les Deux Clans, qui vient d'être traduit en français. Ce sont des gens qui en réalité veulent maîtriser le rythme et qui expliquent aux élites, on va dire, très favorables à la mondialisation sociologiquement, ça va trop vite pour nous, ça engendre des changements économiques, ça engendre des perturbations sociales qu'on n'est pas capable, nous, classe moyenne, classe populaire, d'encaisser. Ça ne nous profite pas. Donc il faut être capable de ralentir le rythme. C'est pour ça que je fais écho à ça dans le titre du livre, Slow Démocratie. Ensuite, est-ce que la nation est indispensable ? Moi, je n'ai pas de position de principe sur ce sujet. Je constate juste une chose, c'est que les nations sont de retour partout dans le monde et dans une forme qui, moi, ne me plaît pas, c'est-à-dire la forme populiste. Regardez en Inde, regardez au Brésil, regardez en Turquie, regardez en Russie, regardez même en Chine, qui est à mi-chemin entre la nation et l'empire, regardez aux États-Unis, regardez dans un certain nombre de pays européens, le nationalisme triomphe, et il triomphe sous ses traits les plus autoritaires, les plus agressifs, c'est-à-dire sous des traits fort peu sympathiques. Bon, moi, mon constat, c'est un constat réaliste qui consiste à dire, mais finalement, les classes moyennes et les classes populaires, elles ne sont pas moins attachées qu'avant à l'idée de nation, elles sont plus attachées qu'avant à l'idée de nation, en partie parce que, et ça c'est un psychologue américain qui s'appelle Jonathan Haidt qui l'a très bien montré dans un livre qui s'appelle The Righteous Mind, on a tous besoin d'appartenance collective, on a tous besoin d'un sentiment d'appartenance. Et quand vous avez tous les corps constitués comme les syndicats, les partis, etc., qui ont été petit à petit érodés, et que vous avez beaucoup moins comme ça de matrices d'appartenance collective, parce que le travail lui-même s'est émietté, parce que la vie politique elle-même s'est émiettée. Vous ne tombez pas nécessairement dans l'individualisme ou dans l'anomie. Les gilets jaunes, ce n'est pas le résultat de l'anomie, c'est un désir de rupture avec l'anomie, justement. Oui. C'est un désir de collectif. Et l'affaiblissement de toutes ces matrices, partis, syndicats, etc., ça renforce au contraire une matrice qui, elle, a plutôt bien résisté, qui est la nation. Parce que la nation, c'est pas la tribu où on est juste avec des gens qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes ancêtres. C'est un espace de projection d'imaginaire, un espace d'appartenance collective qui donne à chaque individu le sentiment qu'il appartient à quelque chose qui le dépasse. D'accord ? Et donc, moi, je ne suis pas étonné de voir que dans tous les sondages internationaux, on voit que l'idée nationale, elle est moins agressive qu'elle pouvait l'être à la fin du XIXe siècle, mais elle persiste. Donc, la question que je pose plutôt à mon camp, c'est-à-dire aux progressistes, aux sociodémocrates, aux écologistes, etc., qui sont souvent, d'ailleurs sociologiquement, des gens surdiplômés, aux sociabilités mondialisées, et qui donc ont un peu délaissé toutes ces questions-là, parce que ils sont plus à l'aise dans les sociabilités mondiales que dans une communauté politique territorialisée. La question que je leur pose, c'est est-ce que vous voulez abandonner la nation qui est non seulement extrêmement importante pour les classes moyennes et populaires, mais qui en plus, on en parlera peut-être tout à l'heure, peut être l'occasion de rééquilibrer la mondialisation et d'aller vers plus de redistribution et de réussir la transition écologique et d'adresser tous les défis qui sont les nôtres. Est-ce que vous voulez l'abandonner à des populistes autoritaires qui vont liquider la démocratie et l'état de droit parce que eux, la démocratie, ça ne les intéresse pas ? Ce qui les intéresse, c'est l'affirmation ethnique ou l'affirmation d'un principe majoritaire. Ou est-ce que, au fond, vous voulez faire avancer l'agenda de la lutte contre les inégalités, de la transition écologique, auquel cas vous aurez besoin de la nation, à la fois parce que c'est une projection imaginaire qui est nécessaire pour la cohésion de la société et parce qu'elle vous permettra de réaliser cet agenda mieux qu'une quelconque autre forme politique. Alors, vous dites que vous parlez à votre camp, les écologistes, etc. Et pour essayer de reprendre le concept de nation à l'extrême droite. Mais moi, ça me fait penser à 2017 avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, je sais pas, avec Jean-Luc Mélenchon qui essayait justement de reprendre le concept de nation avec les drapeaux français, la Marseillaise, la symbolique républicaine. Donc, deux questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de c'était quoi votre analyse par rapport à ça et à cette remise en avant de la nation au cœur du débat politique à gauche, même si voilà, il ne se dit pas forcément de gauche.
Alors répondez à cette question, j'aurai une autre question après par rapport à ça. Le problème de la symbolique républicaine, si vous voulez, c'est que c'est pas juste en arborant des symboles cocardiers ou un vocabulaire nationaliste ou républicain qu'on va revivifier le sentiment national. Non, Précisément parce que ce que je montre dans mon livre, c'est que le sentiment national, c'est un mélange de plein de choses. Je trouve toujours un peu caricatural cette opposition qu'on fait entre la conception française de la nation et la conception allemande. Vous savez, la fameuse polémique entre Fustel de Coulanges et Mommsen, les deux grands historiens des deux côtés du Rhin à la fin du 19e. Faut pas oublier que cette rhétorique et cette polémique, elle a été aussi montée en épingle par la Troisième République qui avait besoin d'affirmer un certain modèle politique. Dans une nation, il y a évidemment un mélange entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des éléments culturels, une langue, un patrimoine imaginaire, un patrimoine physique, une histoire partagée, et puis il y a des éléments proprement politiques, et ces éléments proprement politiques, c'est l'autodétermination évidemment, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, mais c'est aussi la redistribution sociale, c'est aussi ce que j'appelle dans mon livre la solidarité entre toutes les parties du corps social, mais aussi les parties du territoire, y compris avec les outre-mer. C'est ça qui fait qu'une nation est une nation. Donc en réalité, revivifier le sentiment national, c'est pas en mettant des drapeaux aux fenêtres ou en tenant des discours cocardiers, mais c'est en revitalisant chaque élément du pacte national, qui en France effectivement est très lié à l'égalité républicaine. Et donc ça passe par le service public, ça passe par repenser notre modèle social, ça passe par repenser les droits et les devoirs de chaque citoyen. Et effectivement, si là-dedans on peut mettre un zeste de service civique pour tout le monde, un peu de responsabilisation des citoyens, ça trouve sa place. Mais ce n'est pas le cœur de l'équation. Le cœur de l'équation, c'est d'être capable de retrouver effectivement des services publics et des mécanismes de solidarité et de circulation à la fois monétaire et symbolique sur tout le territoire. Et puis le point le plus important, c'est quand même la démocratie. Vous voyez que c'est pas un hasard si les Gilets jaunes ont convoqué tous les symboles parfois un peu datés, bonnets phrygiens et autres liés à la Révolution française. C'est qu'il y a un désir en réalité de participation démocratique, et que ce désir de participation démocratique, il est sans arrêt frustré, pas parce que les citoyens seraient devenus des consommateurs avides ou impatients, mais parce qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, le sentiment que dans une mondialisation de plus en plus prégnante, la puissance publique s'est effacée, s'est volontairement liée les mains. D'accord ? Et donc, pour résoudre le problème des Gilets jaunes en profondeur, si j'ose dire, un problème qui risque de se représenter à nous et qui risque de se produire dans d'autres sociétés européennes, ce qu'il faut, c'est imaginer de nouvelles armatures de puissance publique, c'est-à-dire un nouveau Kratos, une nouvelle façon de traiter les problèmes du monde, pour montrer que la puissance publique, ça existe et qu'elle est capable, parce qu'elle est le produit de l'ingéniosité humaine et des hommes qui se mettent surtout ensemble, collectivement, elle est capable de traiter tous ces grands problèmes qui se présentent à nous, à commencer par le changement climatique, la montée des inégalités, la montée de la violence aussi, qui est un véritable sujet, et bien d'autres choses. L'argument des écologistes qui se disent fédéralistes européens, c'est justement que le cadre national dont vous parlez n'est pas suffisant pour répondre au dérèglement climatique. Pourquoi est-ce que vous pensez, je ne dis pas que vous pensez que c'est suffisant, mais vous dites que revivifier la nation, ça permettra de mais je leur concède volontiers que le cadre national n'est pas suffisant, parce que moi-même, je ne pense pas qu'il soit suffisant. Je préfère parler de réinvestissement de l'action publique que de réinvestissement strictement de la nation. Dans mon livre, je montre que l'échelon local, l'échelon national et l'échelon européen, pour ce qui est des pays européens, ont chacun leur rôle à jouer. L'échelon local, parce qu'il peut être le lieu de la démocratie directe, parce qu'il peut être aussi le lieu de la transition écologique, parce que c'est au niveau local qu'on sait apprécier le besoin de rénovation thermique des logements, c'est au niveau local qu'on peut faire du 100% bio dans les cantines. Vous voyez, ces politiques-là, on les met en place au niveau local. L'échelon national, il est indispensable, à la fois parce que c'est la clé de voûte de notre représentation collective. Je vous parlais des enquêtes World Values Survey tout à l'heure, mais on voit bien que dans 60 pays dans le monde, l'identité politique numéro 1, c'est l'identité nationale. Évidemment, les gens se sentent d'abord français ou allemands avant de se sentir européens, c'est un fait. Je veux dire, on peut ne pas en être content, mais il faut l'accepter comme un fait. Et évidemment, on se sent bien plus français ou allemand que citoyen du monde. D'accord ? Et ce qui m'a le plus surpris d'ailleurs quand j'ai regardé ces enquêtes, c'est que
je me suis dit, s'il y a une identité qui concurrence vraiment l'identité nationale, c'est bien l'identité locale. Parce que les gens se sentent quand même toujours partis à un terroir. Bien sûr, il y a toujours des drapeaux bretons, voilà. Des choses comme ça. Et en réalité, la réaffirmation ou le retour du local dans la mondialisation est très lié aussi à la réaffirmation nationale. C'est-à-dire que les deux se superposent. Donc vous voyez, quand vous avez des manifs de gilets jaunes, vous avez autant de drapeaux français que de drapeaux bretons ou basques. Quand vous avez Place de la République toutes les semaines, maintenant il y a des manifs dans le cadre du Irak, le mouvement national algérien, la révolution algérienne, vous avez des drapeaux kabyles et vous avez des drapeaux algériens. Donc l'identité régionale ou l'identité locale, elle se réaffirme aussi dans la mondialisation, parce qu'il y a un besoin de repères et d'identité culturelle, mais elle se réaffirme pas contre les nations, elle se réaffirme en même temps et au même rythme que les nations. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la puissance publique qui se serait liée les mains. Est-ce que vous pouvez nous détailler par quoi est-ce que, selon vous, la puissance publique s'est liée les mains, en plus des constats que vous avez fait tout à l'heure? Alors, d'abord, je veux préciser que par lier les mains, c'est pas forcément péjoratif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lier les mains, c'est pas très politique. Elle sait, en tout cas, il y a un certain nombre de politiques publiques qui ne sont plus dans l'espace traditionnel du gouvernement représentatif. Parce que vous savez que la démocratie libérale, depuis le XVIIIe siècle, depuis la Révolution française, c'est un gouvernement représentatif qui est mandaté par les citoyens pour conduire la politique d'une nation. D'accord ? Eh ben, quand vous confiez la politique monétaire à une banque centrale indépendante, vous lui donnez un mandat, c'est sûr, et ce mandat, il est déterminé par le Parlement. Mais elle a une énorme marge de manœuvre dans le cadre de ce mandat, comme on l'a vu au moment de la crise des dettes souveraines ou au moment de la crise de la zone euro, où la Banque centrale européenne, en réalité, a fait l'objet d'attaques incessantes de la part des Allemands, qui considéraient qu'elle s'était complètement exonérée de son mandat. Alors, au-delà des guerres juridiques picrocolines, la question, ça révèle un malaise qui est celui qu'on confie à des autorités non élues des responsabilités politiques de plus en plus importantes. Puis, pas besoin d'aller très loin pour voir que l'acte unique en Europe, avec ses 4 libertés fondamentales, circulation des capitaux, des marchandises, des services et des personnes, il est assez largement déconnecté de la délibération démocratique. Puisque l'instance qui est chargée de son bon fonctionnement, c'est la Commission européenne, qui est une commission assez peu démocratique finalement, même si on peut dire que les chefs d'État qui sont eux-mêmes élus par leurs citoyens nationaux préemptent, choisissent le poste de président de la commission et puis ensuite proposent leur commissaire. Enfin, tout ça est très délégatif, comme on dit en sciences politiques. Et puis, un organe très important qui est un organe juridictionnel, c'est la Cour de justice de Luxembourg, qui a pris des jurisprudences, qui a pris des décisions très importantes dans les années 80 et 90, qui ont fait avancer pour le coup le marché unique, mais ça sans aucune responsabilité démocratique. Et donc vous voyez que vous avez l'essor de tout un tas de politiques publiques, effectivement, qui s'est fait au-delà du principe du gouvernement représentatif. Donc le gouvernement représentatif qui était en quelque sorte le nœud gordien de la démocratie représentative, de la démocratie tout court d'ailleurs, depuis le XVIIIe siècle, petit à petit il s'est retrouvé concurrencé par plein d'autres acteurs, eux-mêmes n'étant pas démocratiquement élus ou étant simplement démocratiques au second degré, si j'ose dire, et il a perdu sa centralité. Et cette perte de centralité, pour moi, elle est explicative, beaucoup plus qu'on ne veut le croire, du malaise démocratique que ressentent aujourd'hui nos concitoyens. Mais justement, pour remettre au centre le gouvernement représentatif, est-ce qu'il ne faut pas justement mener une politique contre l'Europe et contre les instances délégatives? Est-ce que ce que vous proposez, les constats que vous faites, ça ne va pas forcément contre l'Europe et contre, moi, je ne suis pas du tout contre l'Europe parce que je suis convaincu qu'on a besoin de l'Europe aujourd'hui pour faire face aux défis qui sont les nôtres dans ce monde dangereux. Vous avez d'un côté des États-Unis en perte d'hégémonie, mais qui vont essayer de préserver ce qu'il leur reste d'hégémonie en étant de plus en plus agressifs et de plus en plus nationalistes. De l'autre côté, une Chine qui, elle, pour le coup, est en pleine expansion d'hégémonie, puisque Xi Jinping, le président chinois, a fixé la date de 2049 pour devenir vraiment la première puissance mondiale à la fois sur le plan économique, c'est déjà presque le cas, mais aussi sur le plan technologique, sur le plan intellectuel, sur le plan géopolitique. Et entre ça, vous avez l'Europe qui est un nain géopolitique. Justement. Vous savez, le ministre allemand Sigmar Gabriel dit « Nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques ». Et donc moi, ma proposition, elle n'est pas du tout de désarmer l'Europe et de revenir aux toutes petites nations. Elle est de dire, si nous sommes capables de comprendre que l'État-nation a vocation à
prospérer dans la mondialisation, en tout cas dans cette nouvelle phase de la mondialisation, l'Europe vers laquelle il faut aller, c'est une Europe puissante, une Europe puissance plutôt qu'une Europe de la règle. Et cette Europe puissance sera d'autant plus puissante qu'elle s'appuiera sur les forces respectives des États-nations, des grands États-nations pluriséculaires qui la composent. La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et donc, on a besoin de repenser profondément le projet européen à l'aune de la puissance. C'est un mot dont on ne doit plus avoir honte. Et le problème, c'est que c'est lié à l'histoire de l'Europe. Les 2 guerres mondiales ont été une autodestruction méthodique de l'Europe. Paul Valéry parlait du suicide des civilisations à propos de la Première Guerre mondiale. Et effectivement, il y a une sorte de conscience coupable européenne vis-à-vis de toute forme de politique de puissance, mais cette conscience coupable européenne qui a accouché d'une Europe ordolibérale, d'une Europe dominée par un corpus de règles, beaucoup plus que par une géopolitique active, je pense qu'il est temps maintenant de la remiser et d'opter pour une Europe plus politique. Et ça ne se fera pas contre les États-nations. Ça se fera avec les États-nations ou ça ne se fera pas. Parce que les États-nations restent le siège quand même de la démocratie, de l'essentiel de la démocratie. D'accord, mais donc dans ce cas-là, vous proposez, c'est une réforme de l'Europe en même temps, mais c'est ce que tout le monde propose, pas forcément en vos termes de remise en avant de l'État-nation, etc., mais l'Europe, tout le monde propose de réformer l'Europe depuis 20 ans, au moins dans les camps où vous proposez Pas tout à fait, c'est-à-dire que d'abord il y a un vrai désaccord aujourd'hui en Europe entre, à mon avis, un certain nombre de pays européens entre la France et l'Allemagne. Justement, ce qui empêche la réforme. Mais en réalité, je vais vous dire, moi je ne pense pas que ça fait 20 ans qu'on propose ça. Là, il commence à y avoir du monde, y compris le président de la République française, qui propose des choses comme ça. Mais jusqu'à présent, le débat institutionnel européen, il était beaucoup plus timide. C'était oui, l'Europe est en crise parce que les institutions européennes ne fonctionnent pas bien, il faut donner plus de pouvoir au Parlement, etc. Bon, pour moi, ça c'est l'écume. C'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est comment est-ce qu'on a une Europe capable de produire des biens publics pour lutter efficacement contre le changement climatique, pour faire la transition écologique et les centaines de milliards d'euros d'investissement public que ça suppose, pour investir massivement dans la recherche, pour produire des batteries électriques et ne pas dépendre de la Chine sur ce volet-là, pour investir dans les universités, pour investir dans l'intelligence artificielle et pas devenir une colonie numérique de la Chine et des États-Unis, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Nous sommes une colonie numérique. Et donc, si vous voulez, cette Europe des biens publics et cette Europe de la puissance publique, elle ne se fera pas contre la volonté des grands États-nations qui la composent. Donc, il faut inventer une nouvelle économie institutionnelle. Alors après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Moi, malheureusement, je n'ai pas toutes les solutions. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut ouvrir dans les années qui viennent et qui, de toute façon, mettra des années à se décanter. Alors, votre livre, Slow Démocratie, il revient sur un concept celui de slow food. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner votre définition de ce que c'est véritablement la slow démocratie ? Alors, vous me faites l'amitié de parler du slow food qui est exactement la métaphore de la slow démocratie, mais dans le domaine culinaire. Slow food, c'est un mouvement qui est apparu dans un grand pays de gastronomie qui est l'Italie, au milieu des années 90. Vous savez, c'est l'époque où l'altermondialisme commence à progresser. En France, à l'époque du G7 de Seattle, par exemple, on saccageait des McDo, à l'époque au plus fort de la crise, on va dire la crise commerciale entre l'Europe et les États-Unis sur le bœuf aux hormones, par exemple, des choses comme ça. En Italie, ils ont été plus intelligents que les saccages de McDo. Ils ont lancé un véritable mouvement culturel qui s'appelle le slow food et qui consistait à dire c'est pas normal que dans un pays qui porte aussi haut les valeurs de la gastronomie, on voit proliférer dans les abords de ville, dans les pourtours urbains, autant de fast-food. Donc de nourriture de mauvaise qualité, transformée, qu'on consomme rapidement, etc. Et donc, il y a tout un mouvement culturel qui s'est créé autour du fait de consommer bio, consommer localement, prendre le temps à nouveau de cuisiner, de couper les aliments, de retrouver le plaisir, au fond, l'expérience humaine propre au fait de cuisiner. Et la slow démocratie, c'est un clin d'œil, c'est un titre amusant, si j'ose dire. C'est une façon de dire, au fond, la mondialisation produit
sur les corps politiques, en particulier sur les nations démocratiques, les mêmes effets que le fast-food en Italie dans les années 90 sur la cuisine. C'est-à-dire qu'elle accélère tout, elle décompose en quelque sorte les corps politiques, parce qu'elle crée de l'urgence, elle crée de la volatilité, parce qu'elle crée des crises. Et finalement, le politique, petit à petit, s'est mis au rythme de l'économique. C'est-à-dire qu'il fallait aller toujours plus vite. On dit souvent qu'il faut légiférer plus vite. On perd du temps au Parlement, donc on veut légiférer par ordonnance ou on veut limiter le droit d'amendement des parlementaires. Ça, c'est très symptomatique de cette volonté d'aller toujours plus vite, toujours plus vite. Et finalement, moi, mon propos, il est de dire, dans une veine très walzerienne d'ailleurs, parce que je suis un disciple de Michael Walzer, qui disait dans Sphère de justice que le politique et l'économique, c'est des ordres distincts qui obéissent à des principes différents et qu'il ne faut pas chercher à calquer l'un sur l'autre, mais plutôt à leur faire vivre chacun leur vie propre. C'est de dire, au fond, la reconquête de ces instruments d'action publique suppose de désencastrer en quelque sorte les structures politiques des structures économiques et de retrouver pour la politique une autonomie propre qu'elle a un peu perdue ces 40 dernières années durant le cycle néolibéral avec la toute-puissance des marchés. Et donc finalement, c'est de dire on peut reprendre notre destin en main au niveau local, au niveau national ou au niveau supranational, à condition de se doter des bons instruments d'action publique qui vont nous permettre de maîtriser ce qui aujourd'hui nous paraît être une sorte de fatalité immaîtrisable. Donc justement, est-ce que vous ne pensez pas que le meilleur moyen pour les politiques de reprendre le contrôle, c'est le concept de la démondialisation? Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Emmanuel Todd, qui a été repris par Arnaud Montebourg et d'autres penseurs. Et pour résumer rapidement, c'est on prendre acte de la mondialisation telle qu'elle est et marquer un protectionnisme national notamment, pour protéger les industries, etc. Et pour justement redonner vigueur au cadre national contre la mondialisation, contre l'hypermondialisation dont vous parlez. D'abord, mondialisation et hypermondialisation, oui, c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'il faut maîtriser l'hypermondialisation, mais que la mondialisation n'est pas en bloc une mauvaise chose. Et encore une fois, moi, démondialisation, qu'est-ce que c'est la démondialisation? Si la démondialisation, c'est de dire on va reconstruire toute une économie au niveau national et s'abriter derrière des hauts murs, ça me paraît, pour tout un tas de secteurs de l'économie, proprement illusoire. Parce que regardez tous les objets de la vie quotidienne dont vous avez besoin en France, une table, un canapé, un appareil photo, des vêtements. Moi, je vous mets mon billet qu'il n'y en a pas 5% qui sont fabriqués en France. Justement, est-ce que la solution, c'est pas de relocaliser? Non, mais relocaliser, ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Les chaînes de valeur sont mondialisées, elles sont extrêmement éclatées. Moi, je pense plutôt qu'il faut développer une approche rationnelle et raisonnable de ces questions. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ont vocation effectivement à être rapprochés des consommateurs. Je pense à l'alimentation. On a un formidable corps social d'agriculteurs en France qui est maintenant pointé du doigt, qu'on accuse d'être des pollueurs de la société, alors que c'est souvent ceux qui sont dans notre société les plus en contact avec la planète et avec la nature. Je pense qu'il faudrait leur montrer un peu plus d'amour. Et surtout, effectivement, pour ce qui est de l'alimentation, moi je pense qu'on n'a pas besoin d'acheter forcément du bœuf qui a traversé les 4 continents, alors qu'on a d'excellents producteurs de viande à domicile. C'est pareil pour l'artisanat, la rénovation thermique des logements, dont on nous dit que c'est l'un des grands chantiers des années à venir. Il y a 34 millions de logements anciens en France qui doivent être rénovés d'une manière ou d'une autre, mobilisent des compétences d'artisanat qui sont extrêmement importantes et qui sont à proximité, qui correspondent à ce que l'économiste Pierre-Noël Giraud appelle l'économie sédentaire, c'est-à-dire des emplois qui de toute façon, mondialisation ou pas mondialisation, sont là parce que les gens qui habitent sur un territoire en ont besoin. Un garagiste, un boulanger, un artisan, vous en aurez toujours besoin, autant en Corée du Nord qu'à Singapour, c'est-à-dire dans un pays fermé que dans un pays totalement ouvert, parce qu'il y a toujours une consommation locale. Donc pour toute cette consommation locale, moi je suis beaucoup plus favorable effectivement à ce qu'on incite par différentes politiques publiques, y compris fiscales, y compris réglementaires, là, le consommer local, le circuit court, les filières artisanales locales, etc. Ça, c'est évident. Et là, il y a énormément de choses à faire. Après, pour ce que j'appelle l'hyper-industrie, c'est-à-dire les produits très sophistiqués, etc., plutôt que de chercher à tout remondialiser à l'échelle française, ce qui n'est pas possible, il faut essayer de développer des synergies européennes. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un Airbus des batteries électriques, par exemple? Et ce qui est certain, c'est qu'il faut viser, plutôt qu'une démondialisation, une re-régionalisation des économies. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une chaîne de valeur éclatée entre les 4 continents, comme c'est le cas aujourd'hui pour Apple, eh bien, essayons d'avoir des chaînes de valeur régionales qui seront moins consommatrices de fuel
c'est écologique, et qui seront moins polluantes et émettrices de gaz à effet de serre, puisqu'on aura moins de porte-containers qui traverseront toutes les mers et les océans. Mais faisons-le à un niveau continental, faisons-le au niveau européen, par exemple, qui a la taille critique pour faire face à la Chine et aux États-Unis. Et c'est là que le marché unique dont je parlais tout à l'heure, il peut devenir un instrument de puissance. Le marché unique, c'est pas juste une règle. Il peut devenir un instrument de puissance parce qu'il permet de s'organiser comme ça à une échelle régionale. Il permet de s'organiser à une échelle régionale et donc de faire en sorte que l'Europe et ses 500 millions de consommateurs pèsent comme une vraie puissance dans le monde face à la Chine et aux États-Unis. Mais pour ça, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique derrière. Et surtout, encore faut-il qu'on soit capable de dire, entre l'Europe et le reste du monde, il y a des frontières. Et moi, je suis un fervent défenseur, par exemple, de l'ajustement carbone aux frontières européennes, c'est-à-dire un protectionnisme vert. C'est-à-dire de dire des produits qui ont été fabriqués en dehors de l'Europe, qui ont nécessité énormément de gaz à effet de serre et dont le bilan carbone est catastrophique, ils sont taxés à l'entrée de l'Europe, donc il y a une sorte d'écluse qui s'applique pour favoriser les industries européennes dont on espère par ailleurs qu'elles seront plus vertueuses sur le plan de l'environnement. Okay. Alors je reviens, je vais revenir, je voulais vous poser des questions sur l'Europe, mais bon, il y a une limite, on essaye de limiter sur le temps. Donc je vais revenir sur la démocratie. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de François Sureau sur la liberté. Son postulat, c'est que la liberté, elle n'existe plus en France. Il cite notamment l'usage des LBD dans les manifestations, etc. La liberté de manifester, c'est une constitutive de l'état de droit dont vous parlez vraiment énormément comme la deuxième composante de la démocratie après le vote. Est-ce que, justement, vous considérez que la France est toujours une démocratie à partir de ce constat-là? Bien sûr, mais il ne faut pas tomber dans les caricatures. C'est une question caricaturale justement, mais c'est pour vous faire J'invite à François Sureau à lui faire un tour en Corée du Nord pour qu'il voit ce que c'est qu'un pays non démocratique. Moi, je crois quand même que la France, il ne faut pas tomber dans les caricatures. Et il ne dit pas qu'il n'y a plus de démocratie, il dit qu'il n'y a plus de liberté. Mais moi, c'est la question. On a condamné des gens à mort jusqu'en 1981. L'avortement était interdit jusqu'en 1974. Les femmes en France n'ont le droit de vote que depuis 1944. Ce que je veux dire par là, c'est que la dynamique générale des libertés, elle est quand même là, et elle est quand même dans le sens d'un plus grand nombre de libertés. Et là, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut reconnaître à la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, ou même à la CJUE plus récemment, d'avoir fait progresser la cause générale des libertés. Après, si le propos de François Sureau est de dire que depuis quelques années, on assiste notamment à l'épreuve du terrorisme, à une substitution de l'autorité administrative à l'autorité judiciaire, ça c'est clair, et je pense que sur ce sujet-là, il faut être extrêmement vigilant sur là où on met les curseurs, sur les contrôles juridictionnels qu'on impose. Et c'est vrai que malheureusement, à l'épreuve du terrorisme, on l'a vu avec le Patriot Act aux États-Unis, on l'a vu en France aussi ces dernières années, il y a toujours une tentation, parce que la crise est grave, parce qu'il faut faire face à l'urgence, parce que les populations sont inquiètes, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut déraper, il y a toujours une tentation de restreindre les libertés publiques, et c'est sur ce point-là qu'il faut être extrêmement vigilant. C'était justement c'est ça la question par rapport à ça. Est-ce que vous considérez que la démocratie, les formes de démocratie qu'on a en France, on a parlé de la démocratie représentative tout à l'heure, c'est suffisant pour permettre aux Français et aux citoyens français de se réapproprier la nation? Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de la Ve République? C'est à peu près ça ma question. Ce qui est amusant, c'est que ça fait très longtemps que depuis Bernard Manin qu'on diagnostique une crise de la démocratie représentative et qu'on n'a pas été véritablement en capacité d'imaginer des formes alternatives. On a parlé de la démocratie du public, à un moment on a parlé de la démocratie représentative, de l'expertise citoyenne, et on a eu beaucoup de mal, me semble-t-il, à dépasser le gadget. Et moi là, je pense qu'il y a vraiment énormément de progrès à faire. D'abord, au niveau local, je suis persuadé que la décentralisation a été énormément pensée sur le modèle de l'État-nation, c'est-à-dire que finalement les collectivités locales c'était des mini-États, et qu'on élisait un maire, un conseil municipal, un conseil départemental sur le même modèle qu'on élit l'Assemblée nationale ou un président de la République. Donc on était dans une logique de gouvernement représentatif local, alors que la proximité entre les citoyens à l'échelle locale autorisait des formes beaucoup plus innovantes de débat démocratique. A fortiori aujourd'hui,
avec les nouveaux moyens de communication, Internet, etc. Donc là, je pense qu'il y a toute une révolution copernicienne à faire de la démocratie locale. Ensuite, on a beaucoup parlé de démocratie représentative en France. La démocratie représentative, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit un gadget. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit faire semblant d'associer les citoyens dans des ateliers participatifs, et puis ensuite, on prend les décisions bien entre nous, dans des salles fermées à double tour, et puis surtout, les citoyens, on n'en parle plus. Je pense que le citoyen, il doit participer à ce que j'appelle le cycle de la décision publique de bout en bout. C'est-à-dire qu'il doit être associé à la réflexion préalable à toute politique publique. Donc on doit lui donner aussi des outils juridiques, budgétaires, etc. pour prendre les bonnes décisions. Il doit participer à la délibération. Ça, c'est en général à ce moment-là qu'il est le plus associé dans le cadre de la démocratie participative, comme on le voit avec la Convention citoyenne sur le climat, par exemple. Mais il doit aussi pouvoir être associé à la mise en œuvre. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mise en œuvre, ça reste le monopole de la technocratie, des administrations, et ce qu'on serait en droit d'attendre, si on voulait perfectionner la démocratie délibérative, enfin la démocratie de construction, c'est que les citoyens puissent participer à la mise en œuvre et à l'évaluation, au bout de course, des politiques publiques pour qu'ils aient tous les maillons de la chaîne. À la fois la réflexion préalable, la délibération qui précède la décision, la mise en œuvre avec ses contraintes techniques, technocratiques, pour qu'ils voient aussi que une politique publique, c'est pas, il n'y a pas d'argent magique et que c'est pas des coups de baguette magique, mais qu'il y a des contraintes à respecter. Et ça permettrait aussi de moins blâmer la technocratie sur le thème. Ils nous disent toujours que tout est impossible, etc. Non, un bon technocrate, c'est pas quelqu'un qui dit que c'est impossible, c'est quelqu'un qui trouve les moyens juridiques et budgétaires de traduire une volonté politique dans les faits. Donc c'est pas quelqu'un qui empêche, c'est quelqu'un qui rend possible, au contraire. Mais il faut que les citoyens puissent être associés à cette dynamique de mise en œuvre, et puis enfin, qu'ils soient aussi associés à la culture de l'évaluation qui fait sévèrement défaut en France. On lance des choses et on les évalue pas. Est-ce que vous pensez qu'il faut associer au point de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne? Je ne sais pas, hein, on a parlé des Gilets jaunes tout à l'heure, et leur volonté principale, justement, c'est de se réapproprier la démocratie à ce point-là, au point de voter sur tous ceux dont ils ont... Mais moi, je crois suffisamment dans la vertu et dans la valeur de la démocratie représentative pour penser que le référendum d'initiative citoyenne n'est pas indispensable au niveau national. En revanche, je pense qu'il faut des moyens d'expression directs beaucoup plus forts à l'échelle locale. Au niveau national, moi je considère que la souveraineté de la nation doit rester dans le Parlement. Parce que le Parlement, que ce soit le Parlement britannique ou le Parlement français, c'est pas rien. C'est pas une classe politique qui est là uniquement pour penser à ses intérêts. Et d'ailleurs, un des graves problèmes de la crise démocratique qu'on traverse aujourd'hui, c'est que c'est cette représentation-là qu'on a de la classe politique. Des gens qui sont uniquement... mus par leur propre intérêt, qui ne sont pas au service du pays, etc. Mais il faut redignifier la vie parlementaire, le débat parlementaire, parce que pour un pays de 70 millions d'habitants, c'est très difficile de tout décider en permanence en direct. Vous voyez, c'est très difficile de faire l'Assemblée générale permanente. Ensuite, il y a une procédure de référendum en France qui existe, qui est assez largement utilisée. Le président de la République avait d'ailleurs proposé d'abaisser le seuil de déclenchement du référendum d'initiative partagée à 1 million. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Effectivement, mais sans, si vous voulez, qu'on se retrouve dans une situation où 100 000 personnes, parce qu'elles ont envie de mettre une question à l'agenda, peuvent déclencher à tout va des référendums. Parce que là, ça serait un peu contraire, au fond, à l'ADN de la démocratie représentative. D'accord. Alors, j'ai une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, c'est celle du récit national. Est-ce que vous parlez beaucoup, enfin, postulat sur la nation dont vous avez parlé, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la création d'un récit national, contrairement justement aux populistes de droite comme Éric Zemmour qui veulent un homme blanc qui découle de Charles Martel, etc. Enfin, je caricature encore, mais voilà. Éric Zemmour, il est persuadé de vous raconter un récit national aussi. Oui, mais justement, est-ce que vous pensez que le récit national... c'est certain, nous vivons une crise des récits. J'ai commencé tout à l'heure par ça quand je disais la crise de l'imaginaire. Cette force de projection imaginaire de la nation qu'ont abandonné les élites, il faut qu'on soit capable de reconstruire un récit profondément humaniste, profondément universaliste, parce qu'en plus, c'est le récit qui correspond à l'imaginaire de la nation française, de la nation civique. Et le discours que projette Éric Zemmour, c'est un discours qui correspond aussi à, il ne faut pas le balayer d'un revers de la main, justement, vraiment pas, à une partie de l'imaginaire français, un imaginaire plutôt colonialiste, parce que pour moi... Ce qui est très important chez Éric Zemmour, beaucoup plus que
les années 30 ou les métaphores un peu douteuses qu'on a pu faire sur lui, c'est véritablement la période coloniale, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, il y avait deux modèles français. Il y avait un modèle républicain universaliste pour la métropole, et puis il y avait une puissance française qui s'exprimait dans l'Empire, et qui n'appliquait pas du tout les principes universalistes qu'elle professait à la face du monde, et surtout qu'elle appliquait en politique intérieure en métropole. Et au fond, l'imaginaire d'Éric Zemmour, ça Benjamin Stora l'avait déjà bien montré dans un livre qui s'appelle Les Mémoires dangereuses, à la fin des années 90, il est profondément imprégné de cet imaginaire qu'on appelle l'imaginaire sudiste. C'est un imaginaire qui est très présent dans la mémoire d'une partie de la population française, notamment les rapatriés d'Algérie, qui au fond jamais digéré, si vous voulez, l'indépendance de l'Algérie. Bon, cette mémoire coloniale est nouante en réalité, elle est beaucoup plus présente qu'on ne le croit, et elle est beaucoup plus présente qu'on ne le sait, parce que je montrais ça dans mon précédent livre, on n'apprend plus l'histoire de la colonisation et de la décolonisation à l'école. Donc les Français ont très peu d'informations sur ce sujet. Ils ont très peu d'informations sur l'Algérie, alors que les liens entre les deux sociétés sont très forts. Mais il y a la persistance d'un imaginaire sudiste qui est très forte et qui, à mon avis, fournit toute l'infrastructure intellectuelle du populisme aujourd'hui. Mais notamment de Marion Maréchal, d'Éric Zemmour. D'accord, mais alors justement, pour répondre à ça, qu'est-ce que vous mettez dans votre imaginaire national ? Quelle période de l'histoire vous décidez de mettre en avant on pourrait en parler des heures, mais si vous voulez, je suis comme Marc Bloch, je crois qu'il faut à la fois être ému à l'évocation du baptême de Clovis et à la fête de la Fédération, mais il y a aussi la Révolution française de 1789, il y a les grands moments, les Trois Glorieuses, la Commune de Paris, la Troisième République, sa mission émancipatrice, la bataille de l'instruction publique, les grandes lois républicaines, les combats Dreyfusard, Clémenceau, Jaurès, enfin, on pourrait en parler des heures. Il y a évidemment énormément de grandes figures historiques auxquelles on peut se raccrocher. Mais l'histoire, ça n'est pas tout. Il faut aussi être capable de projeter, comme je le disais tout à l'heure, une vision positive de ce que c'est que la France, de ce que c'est que le modèle républicain universaliste français dans la mondialisation. Mais justement, parce que la dimension historique, elle était assez peu présente. L'idée d'imaginaire national était assez peu présente dans le film, j'ai trouvé, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est le sujet d'un prochain livre, en réalité. En fait, ce que je cherche à montrer dans mes prochains travaux, je fais un teasing, c'est que la France a été confrontée au choc de la mondialisation comme nulle autre nation ne l'a été. Pour quelle raison ? Parce que les trois pays qui ont le plus souffert de la mondialisation, pour moi, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et il y a une sorte de dynamique transatlantique. Il y a trois aspects dans la mondialisation qui ont affecté les nations. Le premier aspect, c'est évidemment l'impact sur la société, c'est le creusement des inégalités, le creusement des inégalités territoriales, etc. etc. Ça, on l'a en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et c'est d'ailleurs en France qu'il est le moins fort parce que le choc a été amorti par des dispositifs de solidarité, État-providence, etc. Bon. Le deuxième point, c'est la confrontation entre l'universalisation de fait qu'est la mondialisation, c'est-à-dire que tout de suite on a une économie monde, on a une société monde, on a une immédiateté des communications, etc. Et la représentation que des sociétés universalistes avaient d'elles-mêmes, des sociétés clôturées, fermées, mais comme étant elles-mêmes une sorte de petit monde, de petit univers. C'est-à-dire que dans l'imaginaire républicain universaliste français, il y a l'idée que la nation française est au fond comme une monade de Leibniz, c'est-à-dire qu'elle reflète l'universalité du monde. Et donc, convaincue de ça, voilà qu'elle se prend de plein fouet le choc d'une mondialisation de fait. Et ça, c'est un trait commun qu'on a entre la France et les États-Unis, mais que les Anglais n'ont pas. Donc, point commun entre la France et les États-Unis. Et le troisième choc que cette fois-ci la France et le Royaume-Uni ont, mais pas les États-Unis, c'est la mémoire coloniale. C'est-à-dire qu'il y a eu un hiatus, en quelque sorte, entre un modèle démocratique professé à l'intérieur des frontières métropolitaines et une réalité de la politique de colonisation qui a pu être extrêmement violente, qui ensuite a donné lieu à des vagues d'immigration aussi. Et on a en réalité des sociétés qui ne se remettent pas, en quelque sorte, de la décolonisation et qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à faire coexister harmonieusement, à faire vivre des gens différents, parfois de cultures, voire même de religions différentes. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit dégagement sur le problème du foulard et tous les débats qu'on a eu en ce moment. Une thèse que je n'ai pas beaucoup entendue, mais à laquelle je crois, c'est que si l'islamisme pose un tel problème en France, ou en tout cas si on n'arrive pas à résoudre cette question du foulard, c'est parce que la vision de l'islam telle qu'elle est véhiculée par l'islamisme politique et notamment par la mouvance des frères musulmans
C'est une vision universaliste au sens où, au fond, elle se joue des frontières nationales et elle est la même partout. C'est une vision portative de l'islam, assez simple, avec ses codes et ses pratiques. C'est une orthopraxie plus qu'une orthodoxie d'ailleurs. Et elle est très voyante dans l'espace public et au fond, elle se décline partout de la même manière. Et donc, vous avez là encore une espèce d'universalité de fait qui se déploie, et qui est... c'est le salafo-wahhabisme, ou les frères musulmans dans une autre variante, face à l'universalité républicaine blessée, qui se prend ça de plein fouet. Et pour moi, une des raisons pour lesquelles on ne s'en sort pas sur ces questions-là, c'est parce qu'on n'a pas réussi à construire, si vous voulez, ce que j'appelle un islam français, c'est-à-dire une pluralité d'acteurs et de pratiques musulmans qui sont dans une culture française et qui sont une partie intégrante de cette culture française. L'islam est perçu comme une sorte d'extérieur à la société voilà, française. d'éléments exogènes, de pièces rapportées, et surtout, c'est un islam, l'islam le plus voyant, c'est un islam salafiste ou c'est un islam frère musulman qui est universaliste. Vous voyez, qui n'est pas lié à une culture nationale, qui n'est pas lié à une culture particulière, mais qui est à prétention universaliste. Et donc, tant que la France, mais pour ça, ça suppose aussi d'accepter l'islam comme une partie intégrante de notre culture, au même titre que plein d'autres choses. Mais tant que les musulmans et la culture musulmane ne seront pas regardés comme une des composantes de la culture française, on ne pourra pas faire advenir cet islam français, qui est pourtant nécessaire, si vous voulez, pour mettre fin à cette querelle entre la République et une partie de l'islam, ou en tout cas une partie de la pratique de l'islam telle qu'elle se vit et qu'elle se revendique aujourd'hui. Le problème, c'est que vous avez les républicains universalistes ou l'esprit français d'un côté, vous avez les frères musulmans de l'autre. La polémique est rude, et si vous voulez, tous les citoyens ont beaucoup de mal, si vous voulez, ça crispe les opinions. Et donc, c'est une tâche très rude que celle de faire accepter que les musulmans et la culture musulmane, au fond, fait partie de notre culture, au même titre que plein d'autres choses, et qu'au fond, elle fait partie de notre culture depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. C'est-à-dire, au fond, depuis bien avant la colonisation. Mais ce serait le sujet d'une autre discussion. Et d'un prochain livre. Voilà. Vous écrivez, toute la fin de votre livre, moi, ça m'a fait penser quasiment à... les grandes lignes d'un programme politique. Est-ce que vous ne pensez pas que quand on fait des constats tels que les vôtres, quand on fait des propositions telles que les vôtres, la suite logique, c'est de s'engager en politique? Je prends l'exemple de Raphaël Glucksmann, qui écrivait des livres. Au final, il s'est engagé en politique. Est-ce que, je sais pas, ça vous tente ou ça vous tente pas, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte de devoir? Écoutez, c'est gentil. Merci pour votre question, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour pour moi. J'aime beaucoup écrire des livres. Je suis au service de mon pays par ailleurs, puisque comme vous l'avez dit dans votre présentation, je suis fonctionnaire. Je ressens pas le besoin de m'engager politiquement aujourd'hui, et je vais vous dire en particulier aujourd'hui, parce que je trouve que la politique est devenue trop clivante. Il y a trop d'opposition de principes dans la politique française aujourd'hui, dans la politique mondiale d'ailleurs. Vous êtes sommé d'être dans un camp ou dans un autre. La nuance est difficile à atteindre. Le débat public est souvent miné. Et au fond, moi, je pense que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est d'essayer de reconstruire un cadre explicatif, un récit, comme vous disiez tout à l'heure, commun. Et que ce travail-là, il est davantage celui de l'intellectuel public ou de l'intellectuel collectif d'ailleurs, parce que ça ne se fait pas seul, que de l'acteur politicien à proprement parler. Même si, en faisant ce que je fais, c'est-à-dire en essayant de problématiser un peu notre époque, j'ai l'impression aussi de jouer en politique, de faire mon devoir de citoyen. Très bien. Alors, j'ai une dernière question avec Civis, justement, le nom du podcast. On axe vraiment sur l'engagement citoyen, et c'est pour ça qu'on cherche à donner les clés à tous ceux qui veulent s'engager, etc. Une question que j'essaye de poser souvent à nos invités, c'est comment est-ce que vous êtes construit en tant que citoyen? Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir un raisonnement de ce type-là? C'est quoi? Est-ce que vous avez des lectures à conseiller? Quels journaux, magazines vous lisez? Quel livre vous a marqué, etc. Est-ce que vous avez des choses auxquelles vous pensez?
Ça Oui, prendrait des ça heures. pourrait prendre 2 heures, mais les Non, mais principaux. écoutez, moi j'ai lu, si je devais en donner un seul, Le Contrat social de Rousseau. D'accord. Texte magnifique, il n'y a pas un mot de trop. C'est ciselé, c'est le grand texte fondateur de la démocratie. On peut d'ailleurs avoir des réserves sur un certain nombre de pans de la philosophie rousseauiste, mais c'est vraiment un texte magnifique. Et puis, garder les oreilles grandes ouvertes, ne pas tenir pour argent comptant tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je regrette précisément l'affaiblissement de tous ces espaces où on pouvait avoir un véritable débat public. Vous pensez à quoi? Si vous voulez, il y avait dans le temps des émissions de télévision comme Apostrophe de Bernard Pivot ou des espaces, même dans la presse, où on pouvait vraiment échanger des arguments, essayer d'élaborer une pensée, essayer de construire un esprit public. Et aujourd'hui, vous êtes sur des formats beaucoup plus courts, où on cherche le clash, où on cherche le sensationnel. Je vous parlais tout à l'heure de la vie politique qui se polarise énormément, il y a aussi ça. C'est-à-dire que pour exister, il faut toujours cliver, être de plus en plus radical, donc on ne s'adresse qu'à des fractions, ou à des chapelles, ou à des tribus, à des morceaux en quelque sorte de l'opinion publique. Et quand vous avez la volonté, comme c'est mon cas, de vous adresser vraiment à tous les citoyens éclairés qui ont besoin de clés, d'explications, vous avez beaucoup moins d'espaces qui sont ouverts pour faire ça. Or, il me semble que ce qu'il y avait de plus beau et de plus intéressant dans les Gilets jaunes, dans cette espèce de surgissement comme ça, inattendu, c'était la volonté de millions de gens dont les conditions de vie étaient très différentes, d'ailleurs les horizons étaient très différents, les revendications parfois très différentes, la volonté de se réapproprier la délibération sur la chose commune. Et donc, il y a toute une réflexion à engager, à mon avis, sur les espaces politiques, médiatiques, etc., dont on se dote pour permettre la réémergence de cette délibération sur la chose commune, parce que pour moi, une partie du malheur français tient précisément à ce que nous n'avons plus ces espaces de mise en commun d'expériences et de délibération publique qui permettent positivement d'inventer un récit, d'inventer un véritable récit français. Et les seuls qui le font au fond aujourd'hui, véritablement, sont les nationaux populistes. Et ils le font avec une vision, encore une fois, tribale, étroite, ethniciste, régressive, non démocratique, avec laquelle moi je ne peux pas être d'accord. Très bien, merci beaucoup David J, c'était un plaisir et je conseille vraiment votre livre qui m'a fait grandir citoyennement. Merci beaucoup pour votre invitation. Dans les prochains épisodes de Civis, on va recevoir des historiennes, des historiens, mais aussi des chercheurs et des politiques qui s'engagent tous au service du bien commun. Vous pouvez retrouver les épisodes qui sont déjà sortis sur les différentes plateformes de podcast en plus d'être sur YouTube. Si cette interview vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés ou intéressants pour répondre à nos questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter ou à l'adresse civispodcast@gmail.com.